Les coulisses en Afrique et ailleurs. Les autorités du Qatar sont arrivées en premier et par surprise dans ce jeu diplomatique. Par cette photo, le 18 mars dernier, Tshisekedi face à Kagame et l'émir du Qatar Al Thani, sourire aux lèvres au centre. À l'époque, le communiqué au sortir de la réunion ne fait aucune mention du M23. Doha a aujourd'hui un projet d'accord de paix. Les détails restent inconnus. Autre acteur majeur entré dans des négociations, les États-Unis. Le conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a rencontré les différentes parties en avril. Et ses premiers mots ont prôné la paix. Ce conflit dure depuis plus de 30 ans. Il est temps d'y mettre un terme pacifique. Nous avons vu disparaître des centaines de milliers de vies, des millions de personnes être déplacées. Les gens ont souffert pendant trop longtemps. Puis, lors d'une conférence de presse audio, le message américain se fait plus clair. La paix doit servir au business, avec des discussions minerais contre sécurité pour gagner des marchés. Toutes ces discussions sont également axées autour du secteur privé. Notre rôle, c'est d'encourager le secteur privé, les investissements américains dans ces pays. On poursuit nos propres objectifs, les investissements de nos propres entreprises et je crois que bientôt, au Congo ou ailleurs, la population va commencer à réaliser qui sont les meilleurs partenaires. Et là, je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce sont les États-Unis qui vont s'avérer être les meilleurs partenaires. Alors, cette paix est-elle négociée hors de l'Afrique, hors de RDC? Pas seulement. Le Togolais Faure Gnassingbé a été imposé comme médiateur de l'Union africaine, entouré de négociateurs de haut niveau des anciens chefs d'État africains, présents à Lomé à la mi-mai, tous présentés comme fins connaisseurs des acteurs politiques de RDC. Et enfin, dans le pays, les évêques ont pris leur place. L'Église veut des discussions au bénéfice des Congolais. Ce pourparlers ne prennent pas en compte les défis internes qui sont aussi fondamentaux. C'est-à-dire qu'on peut trouver une solution à gauche, à droite, mais si il n'y a pas un consensus interne, demain il y aura d'autres groupes armés. Cette tournée que nous avons faite, c'était dans le but d'expliquer à la communauté internationale la nécessité pour avoir leur soutien, leur parrainage, pour que ce que les Congolais auront décidé ensemble puisse être pris en compte aussi au niveau international. Que pensent les belligérants de tous ces pourparlers? À Kinshasa, côté pouvoir, les discussions apparaissent nécessaires. L'armée a été battue sur le terrain sur une grande partie du territoire de l'Est. Le gouvernement ne voulait pas négocier avec des terroristes, disait-il. Alors leur ennemi rwandais est toujours pointé du doigt. Nous allons y aller avec la politique du bâton et de la carotte. C'est-à-dire nous parlons et dans les cas où les choses ne s'améliorent pas, eh bien, nous sommes une nation, nous devons défendre le territoire national. Mais je crois que la paix, le brave, aurait été mieux que ça soit signé à Doha et à Washington. La question que vous aurez dû me poser, c'est de savoir qu'est-ce que je pense du mouvement AFC ou M23 avec le Rwanda. Parce que moi, je sais que c'est les Rwandais qui pilotent ces mouvements-là. Alors, en ce moment-là, c'est les Rwandais qui peuvent avoir des réponses aussi à donner à cette question. Et en effet, le Rwanda est au cœur des pourparlers. Sur ces images, à Washington, autour de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, la ministre des Affaires étrangères congolaise signe les principes d'un accord avec son homologue rwandais. Et pas avec l'AFC M23, le groupe rebelle, pourtant au cœur de la guerre. Nos équipes ont rencontré le responsable de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa. Avec les soldats du M23, il contrôle aujourd'hui Goma et une partie des Kivu. Il est bien connu des autorités de Kinshasa, autrefois président de la commission électorale qui a validé l'élection de Félix Tshisekedi en 2019. Les liens se sont distendus. Aujourd'hui, son langage est sans équivoque. C'est des fois des démarches contradictoires, chacun avec son agenda, juxtaposé. Et nous nous posons aussi la question sur l'efficacité de tout cela. Mais comme ce sont des initiatives qui parlent de paix, nous sommes preneurs. Mais la question, une autre question qui se pose, c'est que oui, nous négocions avec qui? Quel est le degré de fiabilité ou de confiance qu'on peut faire à M. Tshisekedi? C'est quelqu'un qui est tout sauf fiable. Alors peut-il exister une confiance mutuelle nécessaire pour arriver à mettre un terme au conflit?
tous les efforts semblent porter leurs fruits, jusqu'à arriver à une déclaration conjointe AFC M23 et RDC, le 23 avril dernier, pour un arrêt du conflit impensable il y a quelques mois, quand le M23 poursuivait sa prise de territoire. Est-ce un accord de paix? Non. Un cessez-le-feu? Non plus. Car des combats éclatent toujours. Ces derniers jours, mi-mai, à Rutshuru, au nord Kivu, 4 jours durant, M23 et FARDC se sont affrontés. Sur le terrain, le sud Kivu ressemble à un enfer sur terre. Nous avons joint sur place un habitant d'Ouvira qui a dû fuir vers Bujumbura. Dans ses propos, la noirceur de la guerre, toujours vive. Nous sommes attaqués par des maladies hydriques, choléra, malnutrition, malaria. Certaines familles ont déjà perdu des enfants. Des femmes enceintes sont mortes, des hommes et des femmes dans les cas des réfugiés. Ceux qui sont bloqués à Uvira, la situation est chaotique dans la ville. Insécurité totale, des vols, des viols et tueries presque chaque jour. Uvira, c'est l'enfer, je vous l'ai dit. Là-bas règne la terreur, des affrontements entre l'armée et les supplétifs.